Bonjour Richard Malka. Bonjour. J'observe quand même que malgré cette prise à partie, donc qui date du 1er mai 2024, Raphaël Glucksmann s'est allié quelques mois plus tard avec les personnes, en tout cas les dirigeants des groupes, des personnes qui l'ont agressé ce jour-là. Je pense que c'était pas vraiment son souhait. Qu'on lui a un peu forcé la main et qu'il s'est retrouvé du fait de la dissolution dans une situation assez impossible. Voilà. Est-ce qu'il s'est allié très activement? Je suis pas sûr quand même. En tout cas, dans les faits, il n'a pas condamné, Oui. il n'a pas condamné l'alliance avec dans la vigueur des termes, Oui. avec la vigueur des termes que vous utilisez dans votre plaidoirie. Ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, en tout cas, il est extrêmement clair sur le sujet. Jusqu'à la prochaine élection? Je sais pas, je fais pas de politique, donc vous lui demanderez. Je crois pas. J'ai l'impression que son positionnement aujourd'hui est clair, qu'il ait été pris un peu de court, alors qu'il n'a pas un parti politique. On peut se mettre dans sa position. La dissolution a un peu compliqué sa situation, mais en tout cas aujourd'hui, je l'entends et j'entends beaucoup de clarté sur sa rupture absolue et définitive avec la France insoumise, et j'espère, et ça me paraît être davantage, en tout cas c'est ma préoccupation, qu'il en sera de même des autres partis de gauche. Non, parce que c'est important. Je vous pose cette question parce qu'on va y revenir, hein, c'est tout le cœur de votre plaidoirie, de votre brillante plaidoirie, mais vous citez d'ailleurs, c'est l'un des piliers de votre démonstration, un certain nombre de personnalités de gauche condamnant les liens entre LFI et l'antisémitisme, mais j'observe que toutes ces personnalités de gauche que vous citez, notamment Clémentine Autain, bien évidemment, Alexis Corbière, à l'époque, Corbière s'est fait virer de la France insoumise pour des raisons là, de combine électorale, mais tous ces gens-là, à partir du moment où il y a la dissolution prononcée par Macron, donc dans le cadre de cette campagne électorale où on voit Glucksmann se faire exfiltrer, se sont alliés et ont tué ces choses que vous présentez comme pourtant fondamentales et des ruptures de civilisation. Et je le regrette, évidemment. Et si j'ai écrit ce livre, si j'ai plaidé comme j'ai plaidé, si j'ai passé beaucoup de temps sur ce sujet, c'est précisément pour alerter, pour essayer de bousculer un peu cette situation, d'éveiller les consciences, pour que ce ne soit plus possible, en fait, pour quelqu'un qui se revendique de gauche, de s'associer pour des raisons électorales à un parti antisémite, à un parti passionnément antisémite. Alors que ce qu'il disait à l'attention de la droite, c'est-à-dire il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme, ils se l'appliquent à eux-mêmes. Alors j'espère que les choses ont un peu bougé, d'autant plus que je crois qu'en fait c'est le contraire. Je pense qu'ils perdront les élections et leur âme. Et je pense que la seule manière pour la gauche de redevenir un grand parti, enfin de revenir au pouvoir, c'est précisément de reprendre que la gauche de gouvernement, que la gauche modérée, que la social-démocratie reprennent le leadership sur la gauche radicale qui a de tout temps un passé antisémite. Et je remonte au 19e siècle. Alors, c'est ce qui est un des points passionnants d'ailleurs de votre plaidoirie. Mais revenons justement au cadre de cette plaidoirie. Elle est dans le cadre d'un procès, donc vous êtes sollicité par Raphaël Enthoven, qui est attaqué par Manuel Bompard et la France Insoumise pour avoir fait ce tweet et avoir notamment parce qu'il y a d'autres griefs, traité LFI de parti passionnément antisémite. Racontez-nous ce procès. Alors, d'abord, j'ai été très étonné que LFI, parce que c'est le parti politique qui engage le procès, ça se fait pas. Un parti politique accepte la critique, même la critique virulente. À se faire traiter de passionnément antisémite, généralement, on peut comprendre qu'on aille devant la 17e correctionnelle. Vous croyez que le RN, Reconquête, Renaissance, le Parti communiste ne subit pas des critiques parfois extrêmement violentes? Le RN, mais vous parlez beaucoup de Le Pen père, il était le professionnel des attaques en diffamation. Oui, des personnes physiques. Oui, ça, il y en a toujours eu. Mais qu'un parti politique, c'est symbolique, qu'un parti politique tente de limiter la liberté de critique de sa ligne idéologique, ça,
j'ai rarement vu ça. En 30 ans de droit de la presse, j'ai rarement vu qu'un parti politique agisse. C'est assez inquiétant sur leur conception de la liberté d'expression. C'est un parti. Bien sûr qu'il y a des critiques qui sont parfois polémiques, parfois caricaturales, parfois ça va trop loin. LFI ne sont pas les derniers. Quand Madame Chikirou qualifie Fabien Roussel, le compare à Doriot, nous, on est très, 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 très loin de ça, avec Raphaël Enthoven. Quand Jean-Luc Mélenchon qualifie le président d'une université d'Eichmann, on est très, 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 très loin de ça. Autrement dit, vous avez un parti politique qui se réclame du bruit et de la fureur, de la violence, et on le voit tous les jours à l'Assemblée nationale, et qui, à la moindre piqûre de moustique, un tweet d'un intellectuel sur X, veut limiter la liberté d'expression, et qui, en réalité, aujourd'hui, ne cesse, et aucun autre parti ne fait ça, de saisir l'Arcom, d'engager, de déclencher des campagnes de lynchage sur les réseaux sociaux, d'agir par l'intermédiaire de syndicats contre tel ou tel journaliste, tel ou tel média, pour faire pression, pour interdire la critique. Alors, que LFI... finalement engage un procès parce que, en tant que parti, parce qu'il est traité de passionnément antisémite. Bon, j'entends votre plaidoirie, on l'entend, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Ce qui est intéressant dans votre démonstration, en revanche... Et qu'ils ne viennent pas, et c'est que, par ailleurs. Ils ne sont pas venus, c'est ça ce que vous racontez dans votre plaidoirie, enfin en tous les cas en marge de votre plaidoirie. Et l'autre question, c'est, vous dites, c'est un argument qui j'ai trouvé en tout cas assez fort, c'est de dire, mais pourquoi on attaque Raphaël Enthoven pour avoir dit ça, alors que vous citez un nombre incalculable de gens qui ont tenu des propos absolument comparables. On parlait de Clémentine Autain notamment, mais... du président de la République, de la Première ministre... De Nona Meyer également. Et est-ce que vous avez compris pourquoi Raphaël Enthoven avait été poursuivi, plutôt lui que plutôt d'autres? Alors là, c'est un vrai mystère. Pour le coup, c'est un vrai mystère, parce qu'il y a un nombre effectivement incalculable d'intellectuels, de politiques, d'écrivains, de tout milieu, qui ont eu des propos beaucoup plus durs que Raphaël Enthoven, avec des publics beaucoup plus importants, dans des positions beaucoup plus institutionnelles. Je vous parlais de Premier ministre, du président de la République lui-même. LFI est le premier parti antisémite de France. Et c'est Raphaël Enthoven qui est poursuivi. Alors, je me suis longuement interrogé. J'ai interrogé mon client pour savoir s'il y avait une histoire personnelle, je ne sais pas, avec Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que c'est parce que Raphaël Enthoven s'exprime sur Twitter. Et ça, c'est le public de LFI, les réseaux sociaux. Les médias, Le Figaro, Libération, Le Monde, c'est plus là, en fait, que ça se joue pour eux. Leur public, c'est les réseaux sociaux. Et Raphaël Enthoven a une importante audience sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que ça les gêne. Et puis peut-être qu'ils représentent tout ce qu'ils haïssent. Sur le fond, maintenant, Richard Malka, moi j'ai lu avec attention votre plaidoirie. LFI, à sa décharge, en tout cas, multiplie les condamnations d'antisémitisme. On a encore vu Thomas Porte condamner des propos antisémites tenus par des amis de Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, sur Twitter récemment. Rivarol, dont Jean-Luc Mélenchon est devenu le héros. Ouais. C'est-à-dire le pire journal d'extrême droite. Protégez-moi de mes amis. Des gens qui vous aiment. Protégez-moi de mes amis. D'accord avec vous. Ennemis. Voilà. Et quand on devient le héros de Rivarol et d'Alain Soral, on se pose des questions. Alors, la question, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous posez des questions. Et les questions, vous les posez au cœur de votre plaidoirie. Mais en réalité, je vais vous choquer, mais de propos explicitement antisémites, sous la plume ou dans la voix de dirigeants de la France insoumise, on n'entend pas. Ah bah, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord, c'est facile de condamner des propos antisémites quand c'est l'extrême droite. Oui, ça, ils le font. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est les larmes de crocodile. Vous savez, dans les tribunaux, on voit toujours des accusés à la fin. D'ailleurs, je regrette. Ça me fait un peu penser à ça. C'est trop facile, en fait. Moi, j'aimerais
pour revenir et pour répondre à votre question, je préférerais que Jean-Luc Mélenchon s'exprime sur les propos qu'il a tenus sur France Inter concernant les attentats de Mohamed Merah. Vous dites qu'il n'y a pas de propos antisémites. Jean-Luc Mélenchon revisite les attentats de Mohamed Merah pour dire c'est un complot du système d'avoir tué une enfant de 3 ans, enfin 3 enfants, c'est un complot du système pour pointer du doigt les musulmans. C'est de l'antisémitisme. Quand il fait ça ou quand il parle d'antisémitisme résiduel au moment où ça explose de plusieurs centaines de pourcents, en fait il dit ça n'existe pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Qui invente ce mensonge ? En fait, c'est les Juifs qui inventent l'antisémitisme pour en faire un instrument de pression. Mais c'est vieux comme l'antisémitisme. Les dragons célestes, c'est antisémite. Alors, les dragons célestes, c'est... oui, et là, c'est clairement, c'est crypté, c'est codé, mais c'est antisémite. Les blagues sur les fours... Je ne sais pas ce qu'il y a de plus antisémite que ça. C'était un candidat, t'as Abouaf, et puis Delogu, et puis encore un autre. Enfin, si ça, c'est pas antisémite... Qui reproche donc à... Jean-Marie Le Pen a été condamné à peu près pour les mêmes choses. Hein. Qui reproche effectivement à certains d'allumer les petits... Parler de diaspora en parlant des Juifs, en les opposant en français, c'est antisémite. Parler du peuple déicide, c'est antisémite. Alors, ça, vous faites référence à certains propos de Jean-Luc Mélenchon qui dit que le Christ a été tué par les siens, en substance. Par ailleurs, il faut. Il y a Vatican II qui est passé par là. Sur la question, justement, sur ces questions-là, il y a une autre objection. C'est que une partie de votre démonstration consiste à dire, finalement, on attaque des Juifs parce qu'ils sont réputés solidaires avec la politique d'Israël. Mais d'un autre côté, est-ce que... Pardon, mais on peut être antisioniste sans être antisémite. Mais absolument, et je le dis dans le livre. Et c'est pour ça que dans le livre, j'ai laissé de côté toutes les déclarations concernant des insoumis concernant Israël. C'est pas ça, c'est pas mon sujet. Je le dis, je le plaide. Mon sujet, c'est... Qu'est-ce qu'ils disent en France sur les Juifs français ? En fait, c'est comme si on reprochait à tous les musulmans de France d'être responsables du 7 octobre. C'est ce qu'ils font. Ils font cet amalgame-là. À quel titre ? Ils font exactement ça. Et à chaque fois, aujourd'hui, et moi qui n'ai jamais parlé de ma vie d'Israël, la seule critique que les insoumis me font aujourd'hui encore, il n'y a aucune critique sur le fond du livre. Je les attends. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans ce livre, c'est pas fait à fait, pour répondre à votre précédente question, c'est la perspective, c'est l'addition qui fait que là, le tableau du propos antisémite global, il peut y avoir un dérapage, il peut y avoir un mauvais mot employé, sans que l'on conclue à leur antisémitisme. Mais là, il y en a tellement les uns après les autres, qu'il ne peut plus y avoir d'erreur. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, je préférerais à des larmes de crocodile sur les attentats en Australie ou les condamnations de propos d'extrême droite qu'ils revisitent tous leurs propos et tous leurs dérapages. Et le fait de qualifier chaque juif qui s'exprime sur quoi que ce soit de sioniste ou de génocidaire, en quoi les juifs français ici, en quoi Charlotte Gainsbourg est génocidaire. Et même ça, ils trouvent ça sympathique à LFI. Je parle des listes qu'ils font. Est-ce que vous ne versez pas parfois quand même dans l'outrance Richard Malka, l'outrance d'avocat, l'outrance de plaideur, quand vous écrivez et plaidez, je vous cite, ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Jean-Luc Mélenchon a regretté que les juges aient le pouvoir de prononcer l'inéligibilité de Madame Le Pen. Raphaël Glucksmann a raison, ils ne sont pas démocrates et on a le droit de le dire. On a le droit de le dire, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Pour moi, un parti de 3 personnes, c'est pas un parti démocrate. Ça, c'est la structure juridique de la France insoumise. Vous en connaissez d'autres ? Des partis qui ont 3 personnes ? Mais il n'y a pas de courant, il y a des purges constantes. Toute personne qui n'est pas d'accord avec le culte de la personnalité et fait l'objet d'une purge, il a forgé un parti à sa main avec des personnes qui lui doivent tout. Non, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de contestation possible. Non, ce n'est pas un parti démocratique. Je ne trouve pas du tout que je suis dans l'outrance. En fait, j'ai même l'impression qu'il l'assume. Non, mais
est-ce que c'est d'être contre la démocratie de critiquer, par exemple, la peine d'exécution provisoire dont a été l'objet non. Le Pen? Ça, non, effectivement, c'est pas... Il y a vos convictions anti... Mais il y a une ligne éditoriale. Richard Malka, il y a vos convictions anti-LFI, ça c'est votre ligne éditoriale, mais est-ce que ce procès, donc que vous présentez, mais est-ce que ce procès vous a appris quelque chose de neuf sur la France insoumise? Ah oui. Qu'est-ce que ça vous a appris? Vraiment. Non, mais alors, d'abord, j'ai pas de conviction anti-LFI. Moi, je regarde. Non, ça, évidemment, c'est une critique. Oui, je l'assume complètement. Mais je ne pars pas d'un positionnement politique. Moi, je regarde ce qu'on m'offre. Et puis, je vois la résurgence d'un antisémitisme de gauche en France. Alors ça, c'est passionnant. C'est votre recension de l'antisémitisme de gauche. On connaissait Proudhon, on redécouvre Bakounine, mais on découvre aussi Marx et Jacques Duclos. Marx, Jacques Duclos et même Jaurès, en fait. Mais c'est Jaurès qui fait la bascule. C'est Jaurès qui fait la bascule sur l'affaire Dreyfus d'une position qui, au départ, est anti-dreyfusarde parce que c'est le capital, parce que c'est l'argent, parce que c'est la bourgeoisie. Et puis, il réfléchit. Et puis, il change complètement d'avis. Et il se met à défendre l'honneur du capital Dreyfus et il fait basculer une partie de la gauche du côté de la lutte contre l'antisémitisme, quand la gauche radicale de Jules Guesde, elle, reste totalement indifférente, ce qui est aujourd'hui le cas des Insoumis. Pourquoi l'emploi de passionnément, dites-vous, est juste et analytique? Alors, ce mot m'avait étonné, en fait, parce que une passion, c'est plutôt quelque chose de sympathique. Le rapprocher de l'antisémitisme, même si ça fait mal parfois, mais le rapprocher de l'antisémitisme, l'adjonction de ces deux termes est un peu... C'est un pléonasme. Mais en fait, c'est le bon terme. C'est hystérique. On n'est pas dans le rationnel. Merci beaucoup, Richard Malka. On ne sera pas forcément toujours convaincu par tous vos arguments, mais la force de conviction, l'ironie mordante, ça c'est un bon moment, et le travail de fond, colossal d'ailleurs, en font un magnifique morceau d'éloquence. C'est à lire et à offrir. Passion antisémite, c'est le plaidoirie de Richard Malka. Et c'est chez Grasset. Joyeux Noël sur le Figaro TV. Merci de nous avoir suivis. Point de vue revient à partir du 5 janvier.